Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie, comme à chaque fois, comme chaque lundi, mardi et mercredi, à partir de 10h30. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Bon, la bonne heure, c'est l'après-midi, on va dire, avec Lilia Bennassar pour son émission, mais on va dire au bon moment, avec la bonne émission sur la bonne chaîne. L'émission qui s'intéresse justement à vos préoccupations du quotidien. On est là pour vous et justement, c'est avec vous. Vous avez le téléphone, bien sûr, que je vais rappeler tout à l'heure pour nous appeler, nous poser vos questions ou témoigner. Vous pouvez d'ores et déjà le faire, déjà pour les rubriques, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on commence par les rubriques. Avec nous sur le plateau, Lina Dramchi. Bonjour et bienvenue à toi. Oh, merci beaucoup, merci, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Pour moi, c'est la première fois. Tu fais partie de la famille de ma famille, ma vie. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, c'est un plaisir aussi. Tu es coach en bien-être. Absolument. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc, on va dire. Oui. Coach en bien-être, tu fais du sport Oui. aussi et de la Professeur de nutrition aussi. yoga, exactement. Voilà. La nutrition, je touche un peu dans tous les domaines qui parlent de bien-être. Eh ben, super. Et avec toi, nous allons voyager, on va dire, au cœur de nos émotions et on en a bien besoin. Oui, c'est Avec- très important. Oui, c'est très important. Et avec nous aussi, Dr Mohamed Chouki Boudjellel, vous êtes généraliste et vous faites partie de Algeria United Foundation. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici à Canal Algérie et la première fois chez ma famille, ma vie. Le plaisir est partagé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons sensibiliser, nous allons parler du mois Novembre Bleu pour Exactement. parler des cancers au masculin, tout simplement. Pas toujours facile d'en parler, les cancers au masculin. Octobre Rose, on en parle plus facilement. Les langues, on va dire, se sont déliées par rapport à ça. Ce n'est plus aussi tabou qu'avant, mais chez les hommes, ça reste quand même un Ça petit reste peu plus... toujours un sujet un peu tabou. On essaie de sensibiliser sur le sujet. C'est l'occasion maintenant avec vous d'en parler. Exactement. Et aujourd'hui dans l'émission, deuxième partie, pour cette fois-ci, la deuxième partie sera dédiée au débat et nous allons parler des non-dits, ces choses qu'on n'ose pas dire, qu'on garde au fond de soi. Le thème du débat de tout à l'heure est la résonance des non-dits. Et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour nous parler de vos émotions, pour nous parler de novembre, octobre rose, pourquoi pas aussi, et de novembre bleu. Donc au numéro qui s'affiche, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et on commence tout de suite avec vous. On va dire que vous êtes venu pour la rubrique We Share de Soumia Zerwali. Elle arrive tout de suite pour en parler encore plus, parler de la caravane que vous avez organisée justement pour l'occasion d'Octobre Rose et de Novembre Bleu. On a profité de l'occasion de faire deux en un. C'était la fin de l'octobre rose et le début de novembre bleu. On a fait une caravane avec les deux thématiques vers la région de Bni Milek, la wilaya de Tipaza. C'était une région, on dit la wilaya de Tipaza, c'est proche de la capitale, mais c'est vraiment éloigné, c'est presque 3h30 de route. C'est presque la wilaya d'Ain Defla. C'est une région où la population locale n'est pas vraiment sensibilisée sur les deux sujets, surtout concernant les cancers masculins, le cancer de prostate et les cancers des testicules chez les hommes. Est-ce que, justement, lors de cette caravane, est-ce que vous avez, vos mots ont trouvé écho chez les patients, chez les personnes qui sont venues se renseigner, ou est-ce qu'il y avait plus une réticence, on avait du mal un peu à en parler? Alhamdoulilah, on a pu toucher plus d'une centaine d'hommes qui sont venus. En parlant pas de femmes, c'était plus de 200 femmes, c'est-à-dire à peu près qui sont venues. On avait un but de toucher 100 hommes, c'était le but a été atteint. Alhamdoulilah. Il y avait des partenaires avec nous qui nous ont procuré, c'est-à-dire des tests pour ces hommes-là, pour un dépistage. Pour un dépistage ensuite, c'est-à-dire les dosages de PSA. Le dosage, c'est un dosage simple, c'est des analyses de sang qui peuvent... Vous les avez fait sur place? Non, on a pris les patients suspects, c'est-à-dire on a fait des examens cliniques avec les urologues qu'on a ramenés là-bas. Après l'examen clinique, il y a des patients un peu suspects, il y a peut-être des symptômes. On a noté tous les hommes suspects pour les orienter vers un laboratoire partenaire pour faire le dosage de PSA les jours qui suivent. Très bien. Parlons de cancer de prostate. C'est sûr, comme vous avez dit, c'est un cancer, c'est un sujet tabou. La population locale n'est pas vraiment sensibilisée et peut-être, comme vous avez dit, ils étaient un peu réticents. On a essayé d'utiliser les moyens de communication locale. On a communiqué avec les imams de la région pendant les Salat al-Jumu'ah là-bas pour attirer les hommes de la région. On est en train de voir justement des images de la caravane, justement. Justement, exactement. On a pris
C'était au niveau de l'EPSP local de Bni Milik, Oui. où il y avait des urologues avec nous qu'on remercie c'est-à-dire pour leur déplacement avec nous et les gynécologues pour le cancer du sein. Ouais, j'étais en train d'expliquer sur la situation. Oui. Et aussi, on avait une association locale, Besmet Cherchel, qui D'accord. nous ont aidés pour justement communiquer Pour l'information. faire passer le Pour message, c'est pas attirer, toujours parce que évident justement de faire passer le message ou de parler de ce genre de soucis de santé, de problèmes de santé, surtout par rapport aux hommes. C'est un peu difficile de leur parler. On a l'impression que ça touche un peu à leur virilité, n'est-ce pas? Absolument, absolument. D'ailleurs, comme il disait tout à l'heure, c'était un sujet, et ça l'est toujours, tabou. Ça rentre un peu dans le thème d'ailleurs des non-dits Oui. et des émotions que l'on garde au fond de nous. En grandissant, les garçons, on leur dit souvent, tu es un homme. Tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas Exactement. montrer tes émotions. Exactement. Tu dois les garder, tu ne dois pas parler, montrer cette image d'homme, donc de force, de Exactement. virilité. Et donc, il relie tout en même temps et parfois il s'oublie. Et ça peut être compliqué avec le temps. On peut bien parler de ses émotions, on peut exprimer ses Exactement. émotions sans perdre de sa virilité. Il faut le Absolument, dire aussi, bien parce sûr. qu'on a l'impression qu'un homme qui est peut-être triste ou qui pleure pour un événement ou un autre, on a l'impression, c'est dans l'imaginaire et c'est dans la conscience de la société en général, on a l'impression qu'il est faible, qu'il ما عندوش ريحة الرجولة كيما نقولوها, on va le dire avec les mots de notre quotidien, Oui. n'est-ce pas? Alors que ce n'est absolument pas ça, au contraire. Le fait déjà de parler, de s'exprimer, ça va aider cette personne à avancer dans la vie. Exactement. Et surtout lorsque ça rentre dans l'ordre médical. Exactement. justement, on a pris avec nous des psychologues pour préparer les patients avant de rentrer, c'est-à-dire pour consulter chez un médecin, pour préparer psychiquement Oui. comment ça va être l'examen clinique, parce que c'est un peu difficile de leur convaincre de passer chez un médecin urologue pour faire l'examen clinique, même ensuite pour tout ce qui en suit d'examen clinique. Et justement, comment se passe cet examen clinique pour que les téléspectateurs le sachent aussi, pour qu'il n'ait pas une surprise au moment de faire un examen? Bon, déjà, il y a l'anamnèse, l'interrogatoire avec le patient, s'il y a des symptômes, s'il y a des trucs qui l'inquiètent. Le truc qui n'est pas bien avec le cancer de prostate, c'est qu'il est silencieux. Le cancer de prostate, il est vraiment silencieux, il ne donne pas de symptômes jusqu'à que ce soit trop tard. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit faire le dépistage précoce. Ouais. Il doit faire le dosage de PSA pour voir si les chiffres sont un peu élevés. Ça va nous orienter pour faire plus d'examens, d'échographie, peut-être aller vers une IRM, vers une cytoponction pour voir. Bon, chez la femme, on sait très bien qu'il y a l'autopalpation, par exemple. On en parle souvent dans l'émission. À chaque Octobre Rose, on le dit. Et les femmes vont souvent chez le spécialiste, chez le gynécologue, tout au long de leur vie, par rapport à leur cycle, par rapport aux grossesses, par rapport à tout ce qui fait le quotidien d'une femme. Mais pour les hommes, c'est au moment du bobo qu'on se dit, bon, il faut aller voir, j'ai peut-être une angine, j'ai peut-être ça ou ça. Donc, est-ce qu'il y a une autopalpation, on va dire, mais au masculin? Est-ce qu'il y a des examens et un dépistage à faire seul à la maison? Malheureusement, il n'y a pas. Pour un homme, il ne peut pas c'est-à-dire s'autopalper pour voir s'il y a un problème au niveau de la prostate. Le médecin peut le faire, il peut faire un TR, un toucher rectal, pour voir si la prostate est augmentée de volume. Ça peut nous orienter. S'il y a quelque chose, on fait un dosage de PSA. Bon, on sait que pour les hommes plus de 50 ans, la moitié ont une prostate augmentée de volume. C'est naturel, il ne faut pas s'inquiéter. S'il y a des problèmes à uriner, problèmes au niveau de sa prostate, ce n'est pas un problème. Mais pour aller vers une pathologie tumorale, il faut faire un dosage de PSA. C'est simple, un petit dosage de sang. On fait des analyses. Si les chiffres sont un peu élevés, ça peut nous orienter vers une cause tumorale. On fait plus d'examens. C'est-à-dire, on peut commencer déjà par faire un bilan annuel pour les gens plus de 50 ans. Justement, j'allais vous poser la question, c'est à partir de quel âge qu'on pourrait aller... Parce qu'on sait très bien que, par exemple, pour une femme, faire un frottis, c'est tous les 1 an, tous les 2 ans, tout dépend. Pour la mammographie, on a des dates bien précises, donc on est suffisamment informé par rapport à ça. Pour les hommes, c'est à partir de quel âge qu'on pourrait aller voir un spécialiste? À partir de 50 ans, l'homme peut faire un bilan annuel de PSA et peut consulter chez un généraliste. Déjà au début, il fait un bilan. Si le dosage est élevé, on peut l'orienter vers un urologue pour plus d'examens. D'accord. Et pour les cancers des testicules, ça touche beaucoup plus les jeunes. C'est entre 20 et 30 ans, beaucoup plus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
C'est des statistiques épidémiologiques. Le cancer touche. Est-ce que justement, les cancers au masculin, on va dire, quelle est la prévalence justement en Algérie? C'est le cancer de prostate, c'est le cancer numéro 2 chez les hommes. Maintenant, après le cancer de poumon et le cancer de côlon. Et il touche, en Algérie, je pense que c'est le deuxième cancer après le cancer de sein. D'accord. Et il touche, le problème, c'est qu'il est silencieux. C'est-à-dire qu'il prend peut-être 20 à 30 ans Pour se déclarer. d'évolution. Il ne donne pas de symptômes, il ne donne pas de signes. Il faut aller chez le médecin pour voir s'il y a quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait un suivi en fait. Il faut qu'il y ait un suivi, chaque année faire un bilan. Ça ne coûte rien. Il faut avoir un médecin de famille. On le dit souvent dans ma famille, ma vie, où c'est important d'avoir un médecin de famille qui suit toute la famille et chez qui on va faire un bilan annuel pour savoir si tout va bien, pas que forcément pour les cancers, si tout va bien, si la santé va bien, s'il n'y a pas moyen de prendre peut-être de la vitamine D parce que bientôt c'est l'hiver, s'il n'y a pas une anémie qui s'installe et qu'on ne soupçonne pas, ce genre de choses. Donc le médecin de famille est important aussi. Exactement. Même pour ce sujet, comme vous aviez dit, c'est un sujet tabou aussi, ça touche à la virilité de l'homme, même à sa vie sexuelle avec sa femme, Oui, ça peut le toucher. Mais il doit consulter parce que s'il ne consulte pas, ça va détériorer encore plus. Oui. Il doit consulter, il doit même parler de ça avec son entourage. Je lance l'appel déjà aux téléspectateurs de parler à leurs grands-parents, leurs papas, de faire cet examen, de faire ce dépistage. Exactement. Et justement, je vous demande de nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez des suspicions, si vous avez des questions à poser par rapport à Novembre Bleu, pourquoi et comment, n'hésitez pas à nous appeler. Appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et je demande aussi aux femmes de nous appeler parce que ça concerne aussi la femme, ça concerne le couple, ça concerne la mère, ça concerne la sœur. On est tous impliqués, comme pour le cancer du sein où le mari, le père, le frère est impliqué parce qu'il faut quand même un encouragement et il faut du soutien pour pouvoir justement avancer. Pour les hommes aussi, le soutien est important. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme, vous êtes fort et viril que vous n'avez pas besoin de soutien, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors moi, lorsqu'on parle d'émotions, je peux vous dire que ça rentre directement dans le domaine du bien-être et c'est très très important d'en parler. Le soutien inconditionnel est très important dans les deux cas, que ce soit dans le cancer pour les femmes ou le cancer au masculin, donc pour les hommes. Il faut qu'il y ait un soutien familial, comme il a dit également, parler dans notre entourage, donc s'exprimer. Il y a de diverses méthodes que nous verrons plus tard au voyage au cœur des émotions, mais c'est très très important. La parole reste très importante. Et justement, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a une prédisposition? Parce qu'on sait très bien que chez les femmes, il y a une prédisposition. Quand il y a déjà un cancer du sein ou quand un membre de la famille, côté maternel ou paternel, quand on a déjà des cancers dans la famille, on peut se dire que voilà, il y a une prédisposition, il faudra quand même faire attention, il faudra quand même aller consulter. Est-ce qu'il y a une prédisposition aussi chez les hommes? Bien sûr aussi. Oui. Il y a une prédisposition. S'il y a déjà un membre de famille qui a déjà eu un cancer de prostate, il faut se méfier, il faut consulter plus que les hommes qui n'ont pas ça dans leur famille. Est-ce qu'il faut y aller plus tôt, on va dire, avant 50 ans? Si le cancer qui a touché l'homme dans son entourage, un père dans un âge précoce, il faut consulter dans un âge précoce, c'est-à-dire plus précoce que 50 ans. Est-ce que notre mode de vie actuel, qu'on connaît tous, mode de vie 200 à l'heure, je dirais même plus 2 à l'heure, 3 à l'heure ou 200 à l'heure, on va tellement vite, où on mange, tout ce qu'on mange est transformé, on est souvent accaparé par nos écrans. On ne prend plus le temps de se reposer, on ne prend plus le temps de marcher, rien que marcher dans la nature ou marcher sous la pluie. On en parlait déjà lundi, marcher sous la pluie, ça peut faire du bien. Donc le fait de rester il faut que j'aille au travail, je finis, je reviens, je suis stressée, il faut que je finisse cette tâche, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. On n'a pas le temps forcément de faire à manger comme il se doit. Tout ce qu'on mange, c'est ultra transformé. Ou un petit bonbon de temps en temps, ou peut-être un plat préparé, ou ce genre de choses. Est-ce que ce mode de vie qui est au final toxique, et on l'a dit plusieurs fois, est-ce qu'il ne fait pas que les cancers sont de plus en plus fréquents aujourd'hui dans notre société? Bien sûr, tout ce qui est industriel, comme on est en train de manger, la pollution qu'on est en train de vivre avec, ça influence aussi. Parlons spécifiquement du cancer de prostate. On a constaté avec les statistiques que les patients à l'âge de 100 ans, à 100%, ils ont le cancer de prostate. C'est-à-dire, si on fait une autopsie... Donc, les personnes qui vivent jusqu'à l'âge de 100 ans se retrouvent forcément avec un... C'est-à-dire, le cancer de prostate touche tous les hommes, mais avec
si on diminue avec l'âge, ça diminue la prévalence. C'est-à-dire, Plus on avance dans l'âge et plus le cancer... il vient. Voilà. C'est un cancer automatique chez les hommes avec l'âge. Mais il faut prévenir, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour retarder sa prévalence. C'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va revenir sur le programme, tout le programme de cette caravane. Ça a duré combien de temps déjà? Alors, c'était organisé par Algeria United Foundation, comme vous avez précisé. C'est une fondation qui travaille au niveau national. On a beaucoup d'actions et beaucoup d'activités. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national, sur plusieurs volets. On a parlé maintenant du volet de santé. Je fais partie de l'Ejna Sihiyal, c'est-à-dire la cellule de santé de l'Algeria United. Et on a travaillé aussi beaucoup plus sur l'Octobre Rose. C'était au niveau des sociétés, au niveau des espaces publics pour l'Octobre Rose. Et pour le Novembre Bleu, on a commencé avec cette caravane. D'accord. C'était à la Wilaya Tipaza, comme j'ai précisé. C'est la première fois que vous organisez une caravane par rapport à Novembre Bleu? Pour le Novembre Bleu, oui. On a déjà fait plusieurs caravanes médicaux, mais pour le Novembre Bleu, c'était la première. Donc vous avez dit beaucoup plus. Les gens ne parlent pas de cette thématique. Ça reste toujours un peu tabou. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec les hommes. Ça viendra avec le temps. Comme ça s'est délié pour les femmes, ça viendra aussi pour les hommes. Avec de la sensibilisation, avec votre présence sur les plateaux télé, radio, votre présence pour les caravanes, dans les caravanes, justement pour la société. Donc ça viendra forcément. Justement, on a voulu profiter de l'occasion quand on a fait le concert de sein. C'est-à-dire pour que les femmes aussi ramènent leurs hommes, ramènent leur père. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que justement ils sont venus accompagner, c'est ça. Très bien. La femme, elle a consulté pour le cancer du sein et l'homme pour le cancer de prostate. C'était le but. D'accord. Pourquoi le choix de cette ville? Parce qu'on a vu que le taux de cancer là-bas est un peu élevé. D'accord. On doit faire des études d'épidémiologie là-bas. Il y a des facteurs peut-être de risque qui augmentent le nombre là-bas. Et la population n'est pas vraiment sensibilisée du tout. C'est éloigné, il n'y a pas vraiment une bonne communication sur le sujet là-bas. D'accord, très bien. Oui. Un autre rendez-vous, peut-être une deuxième caravane cette année ou l'année prochaine? Non, comment ça va se passer? Notre but, c'est des caravanes chaque 3 mois, chaque 6 mois le maximum. D'accord. D'habitude, on fait une caravane de toutes les spécialités. Cette fois-ci, c'était spécial, on a fait les 2 spécialités seulement. Comme j'ai dit, on avait un partenaire local, c'est-à-dire chaque fois on choisit une région avec un partenaire local qui nous aide pour communiquer bien avant de venir, pour nous aider, pour attirer la population locale, parce qu'on est des étrangers pour eux, pour les attirer, pour les préparer à consulter, c'est-à-dire bénéficier de cette caravane. Alors pour les cancers masculins, est-ce qu'on ne peut pas parler de guérison? On peut parler de guérison, de rémission? Bien sûr, oui. C'est un cancer qui se guérit. S'il est pris à temps, diagnostiqué à temps, c'est un cancer qui guérit bien comme le cancer du sein. C'est le même sujet, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage précoce. D'accord. Dépister précocement, ça guérit. Et si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui justement aux hommes et aux femmes par rapport au cancer masculin? Au cancer masculin, parlons de cancer de prostate. C'est un cancer, comme j'ai dit, un cancer silencieux qui ne donne pas de symptômes. C'est-à-dire, si vous ne consultez pas, vous n'allez pas le trouver. On doit consulter, on doit dépister pour voir et pour guérir. Ça coûte rien. Allez chez le médecin, faites-vous diagnostiquer, faites-vous dépister. Exactement. Pour les cancers des testicules, pour les jeunes, si vous constatez une masse non douloureuse au niveau des testicules, il faut consulter chez un médecin le plus tôt possible. Le plus tôt possible, très bien. Donc n'hésitez pas justement à consulter, vous mesdames aussi, n'hésitez pas à pousser votre père, votre frère, votre mari à aller consulter. Et puis un bilan annuel ne fait pas de mal, ou bien au contraire, c'est avec ça qu'on peut aussi savoir comment on va, comment notre corps va, comment notre santé va, et on peut éviter pas mal de maladies, et aussi surtout les cancers au masculin, mais au féminin aussi. Et on sait très bien que l'alimentation joue un rôle justement dans la prévention, mais aussi au moment de la découverte du cancer, par rapport aussi au traitement qu'on est en train de suivre. Donc l'alimentation est très importante, donc il faut aussi avoir une alimentation saine et équilibrée. Ce n'est pas toujours facile en ces derniers temps. Ce n'est pas toujours facile, et ça reste un sujet encore délicat également, je dirais, dans notre société, parce qu'on peut parler de tous les sujets, mais la nutrition, ça reste quand même assez sensible. Oui. On sait qu'on est assez gourmand, Oui. on aime bien manger n'importe quoi. On exprime ses émotions à travers la nourriture. Exactement. Une maman, elle aime bien, ou
par exemple, une grand-mère ou une tata, ou quand on va chez elle, elle aime remplir une table et nous mange, Absolument. mange, fais-moi plaisir et mange. Si tu m'aimes, mange, finis Voilà. dans l'assiette. Exactement. On a grandi de cette manière. Exactement. Et si on rentre dans ce sujet un peu plus profondément, on a vu qu'il y a énormément d'études aujourd'hui qui prouvent qu'un grand pourcentage de cancer aujourd'hui est dû à notre malnutrition, notamment le cancer de la prostate. Alors oui, certes, c'est un cancer qui parfois peut être héréditaire, mais la nutrition prend quand même un rôle crucial. Et lorsque je dis nutrition, donc ça ne veut pas forcément dire que bien manger va nous éviter d'avoir ce cancer ou mal manger va nous pousser probablement à avoir ce cancer, mais avoir une vie saine, ça reste très important. On remarque aussi, des études ont prouvé cela, qu'il y a les amis de la prostate et les ennemis de la prostate. D'accord. Donc, les amis de la prostate, je vais commencer par ça, sont quelques aliments très importants qui vont marquer une différence donc, durant cette maladie ou avant de l'avoir. Par exemple, on va voir les tomates. D'accord. Les tomates ont des antioxydants qu'on appelle les lipokènes normalement, si je ne me trompe pas. Donc manger des tomates, il y a des antioxydants. Il y a des bon pour la santé. antioxydants, vous m'excusez pour le terme, je l'ai perdu peut-être, mais ils contiennent des antioxydants très très importants qui vont nous permettre justement de réduire cette inflammation que nous aurons. Donc manger des tomates, manger quoi d'autre? Alors, manger des tomates, nous avons également les fibres qui sont très très importants. Il y a aussi les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Il y a également les poissons, les oméga 3, c'est très très important aussi. Et les ennemis de la prostate. On va en citer 3. Voilà, 3 également. Alors, on a les sucres ajoutés, donc qui ne sont pas bons du tout. Les viandes rouges et les viandes transformées. Donc, quand je dis les viandes transformées, ce sont les saucisses. Voilà, exactement. Kécher et compagnie. Absolument. Et nous avons en dernier lieu donc les boissons sucrées, tout ce qui s'ensuit. Donc, ça rentre dans les sucres. Il vaut mieux se diriger vers les fruits, tout ce qui est naturel, tout ce qui est naturel pour le corps, c'est très très important. Très bien. Oui. Alors, plus de tomates, manger des salades, manger du chou, manger des viandes de poisson, voilà. Poisson, et éviter viande rouge, également. voilà, poulet aussi. Oui. Éviter viande rouge, gazouza et le sucre. Et un excès de produits laitiers aussi, car il y a trop de calcium dans les produits laitiers. Très bien. Voilà. Et tout de suite, nous allons voyager dans nos émotions, dans Vitalité à domicile. Et c'est tout de suite. Voyager au cœur de nos émotions. Pas toujours évident de voyager au cœur de nos émotions, surtout quand on ne les reconnaît pas et qu'on n'a pas été éduqué de façon à ce qu'on laisse exprimer ses émotions et puis reconnaître aussi ses émotions. Absolument. Oui. Ça reste comme, je vais toujours reprendre la même idée. Voilà. Donc, c'est un sujet tabou et c'est là où justement on commence à rentrer dans notre voyage au cœur des émotions, les émotions. Ce sont des sentiments, des sensations auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Dès la naissance. Oui, dès la Même naissance. avant. Exactement. Dès la naissance et même avant. Et ils diffèrent. Donc par exemple, on a la joie, la tristesse, l'amour, la colère, la frustration, la honte. Et il y a certaines émotions qu'on accepte plus que d'autres, qu'on accueille, on va dire. Il faut dire qu'il n'y a pas de mauvaise émotion. Parce que souvent on dit, non, ça c'est une mauvaise émotion. Alors que non. Voilà, toutes les émotions sont utiles. Exactement. Et d'ailleurs, on dit que les émotions sont les messagers qui guident le corps. Donc voilà. Par exemple, la joie, elle est là pour nous montrer qu'il y a toujours un bonheur derrière chaque chose. La tristesse est là pour nous montrer que juste après, nous allons faire en sorte de ressentir cette joie. Tout est lié en fait. Et on remarque beaucoup qu'il y a, comme je disais, certaines émotions qui sont plus faciles à reconnaître que d'autres et plus faciles à exprimer que d'autres. Par exemple, l'amour, la joie et tout, nous allons les exprimer avec beaucoup plus d'acceptation, avec beaucoup plus de liberté. Je vais vous exprimer ma joie, vous me voyez, je suis contente, je souris. Tandis que si je suis triste, je vais cacher cela, je ne vais pas le montrer. Et on le remarque beaucoup dans notre société aujourd'hui. Les gens trouvent que montrer la tristesse ou la colère, c'est une faiblesse, alors que pas du tout.
Ça reste une expression et c'est très très important d'exprimer nos émotions. Et je vais également parler de ça. Il y a des personnes qui ont plus de facilité à s'exprimer que d'autres. Oui. On remarque que des gens, par exemple, ils ont la parole facile. Ils ressentent quelque chose, que ça soit positif ou négatif, ils vont l'exprimer. Donc l'exprimer à travers une parole, l'exprimer à travers un écrit, à travers une activité, peu importe. Tandis que d'autres, ils auront du mal. Donc que cette émotion soit bonne ou mauvaise, ils ne vont pas l'exprimer. Ils vont la réprimer. Absolument. Et donc, on va remarquer qu'ils seront beaucoup plus retirés que les autres. Ils resteront seuls, ne se feront pas beaucoup d'amis, ne voudront pas beaucoup parler. Ils parleront de vous, mais pas d'eux-mêmes. Et ça reste quand même quelque chose qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes. Donc, ils doivent travailler sur ça. Il faut faire aussi la différence entre une personne, on va dire, qui n'aime pas côtoyer les autres, ou une personne, on va dire, timide, et une personne introvertie, Bien parce sûr. que ce n'est pas exactement la même chose. Non, Parce du qu'une tout. personne timide peut être extravertie, mais c'est sa timidité qui va la retient. l'empêcher et qui Oui. la retient, alors qu'une personne introvertie, c'est déjà un effort pour elle d'être avec du monde. Absolument. Oui. Et même dans les deux cas, on va remarquer qu'il y a, on va dire, un petit malentendu sur cette expression qui est parler. Ils ont du mal à faire le lien. Par exemple, quand on dit, tu sais, tu peux parler de tes émotions. Par exemple, les personnes timides, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est simplement que leur timidité les retient. Tandis que les personnes qui sont introverties, ce sont des personnes qui, au-delà de la timidité, ne veulent pas s'exprimer. Peut-être parce qu'ils ont dans leur tête qu'ils ne veulent pas vous déranger, qu'ils sont simplement réservés, qu'ils veulent rester dans leur monde, dans leur bulle. Exactement. Oui. Et dans les deux cas, c'est important donc de travailler cela avec des professionnels. C'est ce que je dis à chaque fois. Il y a énormément de choses à faire pour s'exprimer. Par exemple, on a parlé des gens qui savent très très bien comment s'exprimer, c'est parfait. Moi, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de continuer à exprimer leurs émotions. Maintenant, je vais parler des personnes qui ont plutôt du mal à s'exprimer. Ces personnes-là doivent trouver des activités. On n'est pas toujours forcé de parler. On peut exprimer ce qu'on ressent à travers autre chose. Exactement. On a déjà parlé d'art-thérapie, de pas mal de choses. Absolument. Et d'ailleurs, c'était ce dont j'allais parler. Ouais. L'art-thérapie est parfait pour l'expression. L'écriture thérapeutique est parfaite aussi. Et vous savez, l'écriture thérapeutique, généralement, lorsque je donne cet exercice, on me dit, que voulez-vous dire par l'écriture thérapeutique ? C'est quoi? Parce que moi, je ne sais pas écrire, je n'aime pas écrire, je n'ai pas d'idée. Lorsqu'on me dit d'écrire, je perds tous mes moyens, je ne sais pas ce que c'est. Je me retrouve avec ce complexe, mais qu'est-ce que je vais écrire? Exactement. Qu'est-ce qu'on va penser de ce que j'ai écrit? Voilà. Ou qu'est-ce que déjà moi je vais penser de ce que j'ai écrit? Alors, c'est très simple. Je vais vous donner un exercice très très simple. L'écriture thérapeutique se développe avec le temps. On va commencer simplement par donner un mot à notre émotion. Exemple, comment est-ce que j'ai passé ma journée aujourd'hui? Je donnerai un seul mot. Fatigante. Je vais écrire fatigante. Par exemple, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Frustration, joie, bonheur. Les mots deviendront phrases, les phrases deviendront paragraphes, les paragraphes deviendront textes. C'est très progressif et petit à petit, on va se lâcher. Et puis, lorsqu'on dit également écriture thérapeutique, on n'est pas souvent obligé d'exposer ou de lire ce qu'on écrit. Moi, ce que je conseille également, c'est d'acheter un petit carnet ou d'écrire cela dans des feuilles. On les garde, on écrit et puis on remarque notre évolution. Aujourd'hui, j'ai écrit un mot. Ce mot est devenu paragraphe ou texte aujourd'hui et j'en suis fière. Simplement, et avec le temps, j'arrive mieux à m'exprimer, à exprimer mes ressentis ainsi que mes sentiments. Il y a également l'activité sportive. L'activité sportive est très 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 importante parce qu'à travers cela, on arrive justement à exprimer notre frustration, notre colère, mais aussi notre bonheur, notre joie. Et surtout, je rentre aussi dans ce petit point, le partage. Le partage, c'est très très important. Le fait de partager une émotion avec des personnes qui nous entourent et les personnes qu'on aime nous permet de mieux vivre cette émotion et de mieux l'exprimer. Voilà. Donc partagez vos émotions, osez partager vos émotions. Si vous n'y arrivez pas, écrivez, dessinez, cuisinez. Oui. Parce qu'on peut très bien cuisiner. Aujourd'hui, on va dire, je vais faire un bon rôti qui va exprimer quelque chose peut-être. Demain, je vais faire un gâteau au chocolat qui va exprimer peut-être la joie ou autre chose. Tout dépend du message qu'on veut transmettre à travers ce repas, vu qu'on parlait de nutrition tout à l'heure, pourquoi pas. Donc voilà,
Merci Lina. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Lina Deramchi, tu es coach en bien-être pour la rubrique Vitalité à domicile. Tu nous as parlé du voyage au cœur des émotions. Merci pour ta participation. Merci, C'est un plaisir. ça me fait plaisir. Avec nous aussi, merci pour votre participation, Dr Mohamed Chouki Boudjellel. Vous êtes généraliste et vous faites partie de Algeria United Foundation, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Où vous pouvez aussi annoncer les prochaines caravanes aussi. Inch'Allah, bien sûr. Vous Voilà. êtes sur Facebook, sur Instagram, Algeria United. Très bien. Merci à vous pour votre participation. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission. Pour cette fois-ci, le débat. Et on va parler des non-dits. Il y a beaucoup de choses à dire, justement. C'est juste après ceci. Retour sur le plateau de Ma famille, ma vie et place maintenant au débat et au sujet du jour. Et avec nous, l'adorable, la magnifique Dr Leïla Hassas. Bonjour. Bonjour Mounia, ravie de te retrouver. Ravie aussi, c'est toujours un plaisir Ravie de partager. retrouver nos téléspectateurs dans Ma famille, ma vie. Exactement. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est comme à chaque fois partagé. Alors vous êtes psychothérapeute, formatrice, conférencière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde. Je pense que tous Oui, nous avons des choses qu'on n'ose pas forcément dire. Alors le thème du débat est le suivant, la résonance des non-dits. Alors on a tous cette phrase, cette chose qui reste coincée sur le bout de la langue parce qu'on a peur de vexer, on a peur de blesser ou de faire un jugement. Donc on garde ça pour soi en général, mais ne rien dire, c'est aussi dire quelque chose. Le silence ne signifie pas forcément qu'un message n'est pas en train de se faire passer. Tout à fait, le silence qui parle. Oui, il y a des silences qui Certains disent les belles long. choses se disent en silence. Oui. D'accord, mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais quand même apporter une petite précision d'ordre conceptuel. On parle de non-dit. Quand j'ai été contactée pour cette émission, on m'a parlé des silences. Et qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire sur ça? Mais j'aimerais qu'on fasse la distinction entre silence, non-dit, non-dit qui peut renvoyer au secret, qui renvoie souvent au secret, j'en parlerai un petit peu, mais aussi au mutisme. Mutisme et mutité. Il faut qu'on sache un peu faire la différence entre toutes ces choses-là. C'est important de maîtriser le concept. Alors on y va tout de suite. On va y aller tout de Oui, suite. bien Oui. sûr. Alors, je commence par la mutité. On va aller par élimination. La mutité, c'est l'incapacité de parler en raison d'une lésion. Une lésion organique qui peut être une lésion au niveau neurologique ou alors de l'appareil phonatoire. Ça peut être aussi en raison d'une surdité. On parle de surdimutité. D'accord. Donc les sourds-muets, c'est des personnes qui sont incapables de parler simplement parce qu'ils n'entendent pas, même si leur appareil phonatoire est tout à fait correct, mais ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'entendent pas, donc ils ne peuvent pas apprendre à parler. Le mutisme, c'est autre chose. Le mutisme, c'est, je dirais, une incapacité, mais pas du même ordre en fait, à parler, mais qui est d'ordre plutôt psychologique, hein, qui peut être un peu, je dirais, j'ose pas dire volontaire, mais il y a un aspect comme ça,
chez des personnes, quand on parle de mutisme sélectif par exemple, mais qui est commandé quand même par plusieurs facteurs. Des traumatismes, un choc émotionnel. Je pense à des personnes qui, par exemple, suite à une perte cruelle, ou alors la perte, ce qu'on appelle un deuil traumatique, perdre son papa, perdre sa maman, comme ça, surtout chez les jeunes, eh bien, tout de suite après, ils s'arrêtent de parler. Bon, je me souviens d'une jeune fille que j'ai reçue, qui est venue en urgence, suite à la proclamation des résultats du bac. Elle a échoué au bac. Suite à son échec, elle s'est tue. Elle n'a pas parlé pendant 3 jours. Puis on me la ramène, bon, c'est une parente qui me l'a ramenée parce que c'était la nièce de son mari, quelque chose comme ça. J'ai peut-être filé, elle me l'a ramenée le soir, écoute, voilà. Bon, j'étais obligée de la prendre, je la prends et elle n'a pas prononcé un mot depuis la proclamation des résultats, depuis qu'elle a su qu'elle avait échoué au bac. Oui. Évidemment, pendant cette séance, c'est moi qui ai parlé. J'ai parlé, sachant de quoi il s'agissait, j'ai parlé, je l'ai un peu déculpabilisé, parce qu'il y a de la culpabilité là-dedans, je l'ai un peu valorisé, et puis j'ai surtout relativisé. Pas la fin du monde, un échec à un examen. Au contraire, c'est avec les échecs qu'on se construit. Parfois, on recule pour avancer plus loin, pour aller plus loin, pour sauter plus loin. Bon, ça, c'est le deuxième. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. On a ensuite le silence. Le silence, souvent, il est volontaire. Oui. Ça peut être le silence dans les relations de tous les jours, dans un couple. Donc, on se tait pour... parfois, on se tait parce qu'on ne sait pas quoi dire. Oui. Parfois, on se tait simplement parce que l'autre... Oui, pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas froisser l'autre, oui. Pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas blesser. Donc, il y a mille et une choses qui font qu'on se tait. Mais il y a le silence aussi dans la relation thérapeutique, qui lui prend une toute autre signification. Le silence dans la relation thérapeutique, j'entends par là le silence du consultant, du patient, à un moment, il se terre dans le silence parce que c'est peut-être un moment, il arrive à un moment comme ça dans la séance où c'est un moment d'introspection, par exemple. Ce qui a été dit juste avant, il veut prendre le temps d'intégrer, de traiter cette chose. Et donc, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de... Vraiment, il retourne en lui-même. Parfois, c'est un moment aussi de forte émotion. Quand il y a une forte émotion, eh bien, on arrête de parler. Et des fois, c'est aussi un moment de traiter les émotions. Mais, il y a un mais, pas que. Parfois, c'est un signe d'opposition, de colère aussi. Le consultant peut aussi dire son refus et vous le dire dans le silence. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste, Yasmine Chouir, justement, qui nous parle des non-dits pour entamer le sujet. Mais juste avant, je vous propose de nous appeler dès à présent, voilà le temps du reportage, de nous appeler au 021 23 98 91, le 021 23 98 91, pour témoigner, poser des questions sur le thème du jour, et tout de suite, le reportage de Yasmine Chouir. C'est mon camp.
Ah, alors aujourd'hui, on va essayer de démêler ce fil invisible qui nous lie souvent au silence. Et si vous avez des questions, si vous voulez nous poser des questions, voilà, ou témoigner, n'hésitez pas à le faire au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors docteur, c'est pas toujours évident quand on ne l'exprime pas. On en parlait déjà pendant le reportage. Oui. Justement, vous disiez que ça s'exprimait par la douleur. Ah oui, Oui. non, c'était juste un exemple que je donnais, parce que dans le reportage, on parlait des émotions, et franchement, la répression des émotions est quelque chose de très, très, très nocif pour la santé mentale, mais pour la santé physique aussi de la personne. Par exemple, derrière beaucoup, beaucoup de troubles physiques, de maladies, on retrouve un des facteurs, surtout quand il s'agit de maladies multifactorielles et tout, un facteur important qui est la répression des émotions. J'ai cité l'exemple de la douleur. Et j'ai traité pas mal de douleurs. Et bien, chaque fois qu'une personne vient avec une douleur chronique, quelle qu'elle soit, je cherche l'émotion cachée. Et l'émotion cachée, souvent, pour pas dire toujours, c'est la colère. Ne pas exprimer sa colère. Oui, et des fois, c'est même inconscient. La colère, la personne dit non, j'ai pas de colère et tout. Et puis quand on creuse, on finit par trouver de la colère. Pareil, moi qui ai longtemps travaillé dans le domaine du cancer, eh bien, on retrouve aussi de la répression des émotions dans le cancer, parmi les facteurs à l'origine du cancer. On retrouve la répression émotionnelle et on retrouve beaucoup la colère. On retrouve d'autres émotions telles que d'autres émotions ou d'autres sentiments tels que la culpabilité. Mais la colère est très très présente et quand on la cherche, à fois je l'ai cherchée, je l'ai trouvée. Vous voyez, j'aimerais à cette occasion citer un livre que je trouve magnifique, qui est édité en France, de Julien Drouin, qui est médecin et qui est psychothérapeute, qui a travaillé pendant 18 ans dans le domaine du cancer. Il a travaillé sur ça et son livre s'intitule « Cancer et si nos émotions pouvaient nous guérir ». Pour vous dire à quel point les émotions sont importantes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner, qu'on s'entende bien. Mais il faut savoir aussi, parce que la colère, on ne sait pas toujours comment l'exprimer, et la façon dont on l'exprime peut engendrer ou des conflits, peut froisser des personnes, et on peut se retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Et c'est ça qui va nous ramener à un autre sujet, qui est le silence ou le non-dit, justement. Oui, la colère ou même les autres émotions, on l'était pour de multiples raisons. C'est pour ne pas vexer, pour ne pas faire mal, parfois parce qu'on ne sait pas comment le dire. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens apprennent un peu les bases, au moins, de la communication non violente, pour pouvoir dire ce qu'on a à dire ou ce qu'on ressent, sans aller dans le conflit, sans froisser l'autre. On nous a jamais Par appris exemple, à le faire oui, aussi. on nous a jamais appris à le faire, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire aussi, Mounia. Donc, du coup, par exemple, moi je dis toujours, au lieu de dire ouais, tu m'as fait ça, et tu es. Le tu non, qui tue. C'est le tu qui tue. C'est de dire voilà, je me suis sentie, parler à la première personne, voilà, je me suis sentie offensée. Parler de soi. Oui, parler quand on veut exprimer quelque chose avec l'autre, c'est de parler à la première personne. Oui. Et ça passe mieux quand on dit je. Voilà, je me suis sentie offensée, je me suis sentie, je sais pas, j'ai été vexée. On lui dit oui, tu m'as vexée, tu m'as blessée. Et donc le toi accusateur, l'autre se met sur ses gardes et puis hop, après c'est les étincelles. Et souvent l'autre n'a pas forcément voulu nous vexer, absolument, nous blesser. Absolument. Donc lui aussi se retrouve aussi dans la situation où il est vexé, il est blessé. Et puis, tout à fait, Mounia, tout à fait. J'aimerais dire un mot sur les non-dits, Mounia, si tu permets. Parce qu'on s'était arrêté là, et c'était dès le départ, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, le non-dit, c'est un silence qui ne dit pas son nom, dans le sens où on dit sans dire. Oui. Voilà. On dit sans dire,
on dit sans exprimer réellement la chose. Et les non-dits mènent souvent à beaucoup de quiproquos, de malentendus, et ça peut envenimer beaucoup de relations. Les sous-entendus ne sont pas entendus. Oui, Voilà. tout à fait. Donc on a peut-être, Tout à fait. on veut dire des choses à travers des sous-entendus, mais on n'est pas forcément entendu, Oui. on n'a pas le décodeur de l'autre Oui. personne. Parfois, c'est pas, les sous-entendus, les métaphores, ici Oui. aussi, on utilise de multiples voix pour dire ce qu'on a envie de dire, mais parfois ce qu'on n'a pas envie de dire aussi. Ça peut être une gestuelle, ça peut être une mimique, ça peut être... Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous tous dans la communication d'être attentifs à tout, parce que tout est communication en nous, et aux thérapeutes, aux personnes qui sont dans la relation, d'être très attentifs et très observateurs. J'aimerais quand même parler d'autre chose, qui est le secret. Le secret, c'est aussi un non-dit, mais d'une autre nature à mon sens. Hein? On entend souvent parler, on parle souvent de secret de famille. Secret de famille, qui ne parle pas de secret de famille? Et je dirais combien c'est courant, les secrets de famille, mais qui peuvent, dont l'impact peut se transmettre sur des générations. Mais les parents, dans le secret de famille, les parents sont bienveillants, on va dire, ne veulent pas, on va dire, traumatiser Absolument. leurs enfants. Absolument. On va dans le sens où cet enfant, voilà, pour protéger l'enfant. On essaie de protéger l'enfant. Par exemple, on ne va pas dire à un enfant qu'il a été adopté. Qu'il est adopté. Alors que nous, on dit non, il faut le dire, et il y a un âge pour le dire. Il faut le dire, parce que de toute façon, les secrets de famille, ce sont des secrets de polichinelle. Oui. Tout le monde sait, mais personne n'en parle. Tout le monde sait. Même les personnes à qui on n'a jamais rien dit. Ton grand-père était alcoolique, personne n'en parle parce que l'enfant a une image idéalisée de son papy, etc. Et pourtant, tout le monde le sait. Et l'enfant le sait de façon implicite, On ne veut pas le dire peut-être pour ne pas entacher la famille, pour dire que c'est une famille parfaite qui n'a pas de défauts. Oui, tout à fait, tout à fait. Aussi. Mais malheureusement, après, ça retentit sur la personne, et on rencontre des personnes en thérapie qui viennent avec des problématiques transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'ils portent quelque chose de très lourd qui ne leur appartient pas, qui a appartenu à l'arrière-arrière grand-père ou grand-mère, et qui s'est transmis dans le secret familial, soigneusement gardé, soigneusement préservé. J'aimerais aussi dire quelque chose, si tu permets, Mounia. Oui, on a fait une émission, une de nos premières émissions, c'était sur le harcèlement scolaire. Voilà. Donc, aussi, puisqu'on parle du secret, souvent les personnes, les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, je dirais de cyberharcèlement, de tout ce genre de problèmes, ne vont pas le dire. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de leur harceleur, mais aussi de la réaction des parents aussi. La réaction des parents, mais souvent aussi, ils le disent, c'est pour protéger les parents. Ils ne veulent pas faire de peine aux parents et tout. Je ne reviendrai pas sur le sujet puisqu'on a débattu longuement, mais c'est pour dire que mais le fait d'être attentif au comportement, aux réactions, aux gestes et tout, eh bien, on dit sans le dire, le non-dit, le secret. On dit les choses sans les dire. Et donc, on va constater dans le comportement de la personne, on va constater dans sa façon d'être, parce qu'elle va, en fait, exprimer la chose. Ce qu'elle ne dit pas avec des mots M-O-T-S, va s'exprimer avec des mots M-A-U-X. Et donc, c'est bon d'être très attentif à ça. J'aimerais souligner devant le silence. Il ne faut surtout pas aller faire pression sur la personne pour la faire parler. Non, c'est pas bon, il faut que tu t'exprimes, il faut... Surtout pas. Justement, parce qu'avec des parents, souvent les enfants, ça arrive, je pense que personnellement ça m'arrive aussi avec mes enfants, on a un enfant qui est là, qui ne veut pas parler. Je pense qu'on est déjà tous passés par là, pour certains enfants
où on est en face de la maman, du papa qui nous pose une question et puis là, on ne veut plus rien dire et on ne dit pas, même si c'est clair, même si la réponse est claire et que le parent connaît la réponse. Et on sait très bien qu'il connaît la réponse, mais on se tait complètement pour ne pas parler de ça. Oui. Comment justement débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant pour D'abord, qu'il n'y ait pas de problème par la suite? le maître mot, c'est le respect, que ce soit dans les relations interpersonnelles, parents, enfants, couple, etc., ou même dans les relations thérapeutiques. Je dirais le maître mot, c'est le respect. Respecter le silence de l'autre. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne va pas dire respecter, ok, tu te tais, allez, va au diable. Non, 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 du tout, du tout. C'est d'abord de respecter et puis d'écouter le silence de l'autre, en fait. Le silence est parlant. Hein, on a dit le silence qui parle. Écoutez le silence de l'autre et essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre est en train d'essayer de nous transmettre à travers son silence. Quand il s'agit de la relation parent-enfant, c'est d'approcher l'enfant doucement, je veux dire en douceur, pas trop insister, peut dire oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as. Si on sent que l'enfant est triste ou que l'enfant je sais pas, prendre sa petite fille, lui dire à ma puce, tu es tristounette aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as été contrariée, dis-moi. Si elle se tait, ah, tu veux pas le dire? Ok, il n'y a pas de souci, ben, tu me le diras quand tu voudras. Mais sache que maman est là à tout moment, quand tu as envie de dire, tu le dis. Et puis, on la laisse tranquille. Puis si ça persiste, un jour, 2 jours, on revient. Alors, tu décides toujours pas à me dire, allez, ça va être notre secret à toutes les deux. Oui. Il y a des façons de faire, mais sans trop insister, donc juste comme ça, ah, tu ne veux toujours pas dire, ok, pas de problème. Plus on insiste, plus l'enfant va se Plus braquer. il va se terrer dans son silence, vous voyez? Donc, il est important que l'enfant se sente respecté et puis qu'on lui parle de ses émotions. Ce qu'on perçoit de ses émotions. On dirait que tu es tristounette. Qu'est-ce qui se fait? Tu as un petit chagrin? Allez, dis-moi, c'est un chagrin d'amour chez les petites. Enfin, ou on t'a contrarié, tu ne veux pas en parler. Ok, on en parlera après, si tu veux, quand tu seras prête. Et voilà, et donc, il y a des façons d'aborder l'enfant. Pareil pour l'adulte d'ailleurs. Justement, j'allais vous poser la question, dans le couple, c'est plus difficile Oui, dans le couple, c'est plus difficile. Enfin, c'est plus difficile, oui et non. Mais dans le couple, ben, c'est pareil, c'est de dire, ok, l'autre se tait, il ne répond pas, machin. Bon, la première chose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne parles pas? Ben, qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu es fâché avec moi? Peut-être parfois, il y a des personnes qui ont tendance à tourner la chose un peu à la dérision, à la rigolade. Ah, tu es fâché avec moi, des choses comme ça. Ou alors, après, d'aller de façon plus sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Dire simplement, qu'est-ce qui se passe? Et si sans s'énerver, sans forcément se taire aussi et ne plus rien dire de son côté. Non, ignorer l'autre, non. Oui. Puis dire, ok, si la personne se tait et ne répond pas, l'autre se tait, dire, ok, je vois que tu n'as pas très envie de parler maintenant. Ben, ok, d'accord, je respecte, mais je souhaiterais quand même qu'on en parle. Et si vous deviez donner un conseil, déjà arrivé à la fin, mais ça passe tellement vite. Oui, ça Surtout passe avec vite, il y a vous. tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Ouais. Un dernier conseil aux téléspectateurs, les mamans, les papas, les sœurs, les frères, les amis, les collègues. Oui. Quelque chose à leur dire par rapport, un conseil par rapport au non-dit, par rapport au silence? Oui, par rapport au non-dit, par rapport au silence. Moi, je dirais, autant que possible, exprimez-vous et aidez l'autre à s'exprimer. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, quand on veut s'exprimer, les non-dits, quand on recourt à des chemins comme ça, tortueux pour dire certaines choses, on a peur de vexer et tout. Enfin, essayez de regarder un peu ce qui se passe du côté de la communication non violente. On peut dire les choses, il y a juste la façon de le dire. Et Par rapport à l'autre, juste on a un mot. appel, on veut vraiment faire passer cet appel. On a Ok. Hajar qui nous appelle de Tlemcen. Rapidement, bonjour Hajar. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Pas mal. Très bien, oui. Moi, Alors. je suis votre grand-mère peut-être. J'ai 78. Allah يبارك الله يبارك. ما نسمعش في ليميسيون تاعك نبغيها Merci. نبغيها بون هادو لي نوندي بغيت Oui. نسقسي الأستاذة Oui. معليش نهضر بالعربية Bien أنا sûr, bien نخلط sûr. بالعربية هو تفضلي. الأستاذة هادو لي نوندي اسكو كي تزعفي ولا تصرى لك حاجة
ولا حاجه اللي زعما تجيك هكا تجي حاجه تجيك ان بروبليم ما تقديش تهضريه لواحد اخرين يقعد غير عندك غير عندك غير عندك ما تقديش تهضريه لواحد اخرين وبيا تحشمي به وبيا هكا بغيتها تقول لي دروق باش ما نقولهاش كاين D'accord, très bien. انا نسمع تفضلي. فيكم Oui, docteur? Donc, est-ce que C'est par rapport à. Elle ne peut pas exprimer quelque chose. Et le C'est dire à- c'est quoi on peut pas le exactement? dire aux autres, Elle ne peut pas est-ce le que dire c'est de aux la autres, elle ne peut honte pas. ou Voilà. Ben, ça dépend de ce que c'est. Des fois, c'est quelque chose qui a une charge émotionnelle tellement forte que cette émotion forte nous empêche de parler. Donc, il faut d'abord apprendre à réguler cette émotion et pour arriver à en parler. Parfois, elle a parlé de honte, je crois. C'est quelque chose de honteux. On ne peut pas en parler parce qu'on a honte. Là, évidemment, on ne va pas en parler à tout le monde, mais c'est bon d'en parler à quelqu'un, une personne de confiance, ou si c'est dans le cadre thérapeutique, d'en parler à son médecin, à son thérapeute. Donc, ne jamais garder la chose à l'intérieur, autant que possible, ne jamais réprimer et garder à l'intérieur. Avoir un confident. Avoir, oui, un confident, mais sûr aussi. Voilà, de Un confiance. confident, oui. oui, c'est quelqu'un de sûr. Une dernière chose pour les personnes justement qui sont confrontées à ça, pas celles qui ne peuvent pas parler, mais dans notre entourage, je l'ai dit, c'est d'être attentif à l'autre. L'autre qui ne parle pas à l'autre, même si on ne parle pas. Le silence est parlant. Dans le non-dit, on dit sans, on le dit, on l'exprime autrement. Donc être attentif à ce qui est dit, lire entre les lignes. Attention aussi, ne pas tomber dans les interprétations, puis observer le comportement, observer les mimiques, observer tout ça, c'est important pour comprendre et peut-être pouvoir, à travers ce qu'on a observé, aborder l'autre Oui. pour pouvoir communiquer. Merci, docteur. Le temps c'est Le temps cool, passe voilà. vite. Exactement. Merci à vous. docteur Laïla Hassas. Vous êtes psychothérapeute, formatrice, conférencière. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Et à bientôt, Inch'Allah. Et Inch'Allah. quant à vous, je vous donne rendez-vous dès lundi à 10h30 sur Canal Algérie en direct. Le mardi, c'est Memrine. Le mercredi, c'est moi aussi.